Au nom de la CCD et du comité exécutif de l'ONU, nous vous adressons nos sages et sincères remerciements pour cette participation, comme des fois importante, eu égard à toutes ces contraintes temporelles dont nous sommes en face. Donc avant de commencer la conférence, nous remercions d'abord Allah le Tout-Puissant qui, par sa grâce et sa clémence infinie, nous a permis de nous réunir ici pour traiter des deux thématiques combien de fois importantes, et aussi profiter vous présenter nos sincères excuses vu ces légers retards techniques indépendamment de nos volontés. Donc sans trop tarder, je passerai Inch'Allah le micro au conférencier qui va nous entretenir par rapport à cette thématique. Monsieur, vous avez la parole. Merci bien de l'occasion que l'ONU nous offre d'intervenir sur un thème aussi important que le rôle de la jeunesse de l'instauration ou pour l'instauration d'une démocratie populaire au Niger. Dans le contexte nigérien, certains pourraient dire que de par l'histoire de ce pays, eh bien, il y a déjà une manifestation de désir dans le parcours de notre pays, dans son histoire, à vouloir affirmer ou conquérir la démocratie populaire. Dans les années 90, c'est quand même simplement la revendication qui avait été posée, même si l'histoire a fini par nous accoucher simplement une démocratie, une petite démocratie représentative en tant que telle, sur laquelle on pourrait revenir dans le cadre de ce débat-là. Eh bien, pour un peu soutenir ces caractéristiques, ou les principales caractéristiques, c'est d'abord la réaffirmation de la souveraineté du peuple lui-même, et c'est l'insistance donnée à travers le populaire, lui, qui s'y ajoute à la démocratie tout simplement, qui elle-même y renvoie. Eh bien, parce que historiquement, ça a été vidé de ces substances de par le mécanisme de représentation, il faudrait souligner que ça se caractérise par le pouvoir qu'il faudrait réaffirmer du peuple lui-même. Deuxièmement, c'est les liens qui existent entre l'État et c'est la collectivisation ou la mise en commun des facteurs et ou des moyens de production. Et ce qui distinguerait du mécanisme néolibéral qui voudrait simplement que l'État s'en éloigne et crée et donne le pouvoir au marché de pouvoir prendre en charge la redistribution des ressources et le mécanisme de régulation par l'absence justement de régulation par l'État, n'est-ce pas, des biens collectifs, et laisser maintenant le secteur privé prendre le dessous. C'est pratiquement l'inverse qu'il faudrait. Ici, on soutient la centralité de l'État en tant qu'étape transitoire de par l'histoire à travers les luttes de classe. Il faudrait que l'État y intervienne et cet État exerce justement à ce stade la dictature du prolétariat. Karl Marx à l'époque parlait de l'avènement de l'État ouvrier et Lénine a fini par appeler cet État ouvrier État prolétarien qui devait exister cela et qui pourrait exercer cette autorité et maintenant garantir la justice sociale et habituer les hommes à respecter les valeurs, et on pourrait par ce trichement de cette éducation de masse assister systématiquement et pas le jeu de logique à la disparition de l'État lui-même parce qu'il deviendra non nécessaire. Son objectif, justement, c'est de pouvoir garantir la justice sociale et l'équité. C'est un principe que tout le monde connaît, je présume, à ce niveau, que de chacun selon ses capacités et à chacun selon ses besoins. On pourrait quand même poser ces distinctions. J'ai simplement envie de dire, dans le cadre de ces satisfactions-là, les différentes approches, à travers l'histoire, est bien posé le débat sur la catégorisation des types de droits qu'il faudrait privilégier ou qu'il faudrait satisfaire à travers le fonctionnement du dit État. Et on en avait vu, il y a ces appellations qui semblaient anodines et qui ne le sont pas et qui ont un sens de l'histoire. C'est ce que les juristes appelaient les droits civils et politiques, et de l'autre côté, vous avez la catégorie des droits sociaux, économiques et culturels. Et de par justement la confrontation dans ce contexte, d'après la Deuxième Guerre mondiale, on avait assisté justement à des divergences par rapport à la valorisation des types de besoins à satisfaire pour les populations. Pour le bloc de l'Ouest, à l'époque dirigé par les États-Unis victorieux donc de la guerre, eh bien, on avait le primat de ce qu'ils appelaient tout simplement les libertés civiles et politiques, les droits civils et politiques, la liberté d'entreprendre et la promotion du marché lui-même. Et vous en avez en face le bloc de l'Est qui se battait pour la valorisation des droits sociaux, économiques et culturels, pour la justice sociale. Ce bras de fer avait conduit de 1948
à la déclaration donc universelle des droits de l'homme jusqu'en 1966, c'est dans un tiraillement pour pouvoir produire à l'échelle internationale un instrument juridique, pas le jeu démocratique, parce que ça en a besoin pour pouvoir organiser le fonctionnement des États et définir un peu leurs obligations. Et on avait vu que 48-66, le consensus n'avait pas été obtenu et on avait fini par obtenir à partir de 1966 deux grands instruments juridiques internationaux, à savoir le pacte international sur les droits civils et politiques, n'est-ce pas, qui lui est immédiatement contraignant parce que soutenu par le bloc de l'Ouest qui voulait de cette option, de ce mode de réponse aux préoccupations de l'humanité, et le bloc de l'Est de l'autre côté qui s'entêtait à obtenir le pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, le PIDESC le plus souvent appelé. Mais à ce niveau-là, compte tenu des rapports de force de l'époque, car l'histoire de tous ces instruments, l'histoire de tous ces moyens en tant que tels sécrétés par la société, c'est l'histoire aussi des rapports de force, mais on y avait simplement attribué le titre d'un instrument juridique par appellation, mais une autre catégorie de droits qui ne serait pas contraignante, donc opposable à ces États, et on dit simplement à travers des termes aussi flous que vagues, qu'ils seront d'application progressive. Chaque État va essayer de s'y mettre là-dessus. Et donc, le combat se poursuit par rapport à ces divergences, et jusqu'à la date d'aujourd'hui, selon qu'on soit de telle ou telle autre obédience, on voit l'intérêt ou non qu'on accorde à ces catégories de ces droits qui sont les droits essentiels, peut-être qu'on pourrait citer. C'est le cas par exemple de l'éducation, c'est le droit à la santé, c'est le droit à l'eau potable, c'est l'essentiel des droits fondamentaux sans lesquels l'espèce humaine ne pourrait vivre dignement. Même si par ailleurs l'ensemble de ces textes sécrétés de l'époque espérait dire que, eh bien, on reconnaît la dignité humaine, mais par rapport aux déterminants fondamentaux pour pouvoir donner un sens matériel et concret à la dignité humaine, on en a vu toutes les résistances, eh bien, qui est sur. C'est important de pouvoir souligner ces dimensions pour savoir, même si nous parlons d'un même carcan, d'un même appareillage ou d'un même concept de démocratie, en fait, qu'est-ce que nous voulons, et dans ce que nous voulons, qu'est-ce qu'en réalité, au fond, qu'il faudrait valoriser et qui permettrait de constituer un critérium d'appréciation de l'identité des uns et des autres. Et cela nous permettrait de savoir, et lorsqu'on est appelé à jouer un rôle, eh bien c'est pour promouvoir quoi? Surtout que le concept ou la terminologie démocratie est aujourd'hui suffisamment galvaudée qu'on a l'impression qu'elle apparaît comme une forme de religion de l'époque, que personne ne pourrait soumettre à des critiques et même questionner ce contenu. C'est clair que depuis donc toute cette période des années 60 jusqu'à donc pratiquement vers 90, la chute du mur de Berlin, le bloc de l'Ouest a pris le dessus sur les restes. Et on parle maintenant de son hégémonie. Et les quelques expériences qu'on a dans le cadre des démocraties populaires à l'Europe de l'Est, eh bien, se sont progressivement effritées. Et on a certains estimé que c'est l'échec de l'expérience en tant que telle. Et j'ai simplement envie de souligner qu'il ne s'agit pas de la preuve de l'échec de l'idée en tant que telle ou de la formule proposée ou de la pertinence de la réponse donnée à l'humanité. Parce qu'à partir de ces années, de l'année 90, justement, eh bien cette hégémonie, jusque dans les années 80, on en a vu le débat que ça a permis de poser, y compris au niveau des Nations Unies qui se trouvent dans le monopole de cette vision-là à questionner le modèle de réponse. Eh bien, pour survoler l'étape, on verra concrètement que la crise en tant que telle financière internationale de 2008 en a été un élément fort intéressant pour avoir amené, y compris les tenants du dogme des engagements de l'État dans certains secteurs, à revenir pour sauver les banques. Ce n'est pas parce que c'est les banques qui sont sauvées, c'est le principe du retour de l'État à pouvoir offrir un certain type de protection pour garantir un certain nombre de droits que historiquement certains voulaient contester. Mais aujourd'hui, on sait bien que la revendication de l'USN en tant que telle a été toujours une revendication proche de la démocratie populaire, proche du communisme. C'est la ligne d'inspiration est marxiste-léniniste. Elle est aussi d'inspiration panafricaniste.
Et lorsqu'on pose le débat, y compris l'avènement de la démocratie de 90, je parle sur le contrôle des grands frères qui en sont là, la revendication avait été justement posée en termes de cette forme de démocratie qui prendra justement en compte les préoccupations des masses populaires et qui permettrait justement aux masses populaires de pouvoir jouer un rôle. Parce que l'une des caractéristiques également, c'est le mode de dévolution du pouvoir et des attributions réservées au peuple lui-même dans le mécanisme de la conquête du pouvoir, de sa conservation, tout comme de sa déchéance. Et c'est dans ce sillage qu'on parlerait des référendums constitutifs pour pouvoir adopter les textes ou même des référendums révocatoires, parce que c'est le peuple qui détient le pouvoir, c'est lui qui a le pouvoir de défaire. Eh bien, on ne peut pas, par le truchement des textes, lui ôter celui de défaire. Ce serait non seulement contraire à la logique de Démos Kratos, justement, c'est aussi contraire à l'inspiration ou à l'inspiration de démocratie populaire en tant que telle. Et l'on a vu quand même à travers l'histoire de la représentation comment est-ce qu'on en est parvenu à celui qui a appelé souverain le peuple lui-même, à celui dont on a proclamé le pouvoir et qui a fini par le perdre par le jeu de spoliation que la représentation elle-même a fini par opérer en détenant l'essentiel de ce pouvoir. Et cela relancerait de plus en plus le débat sur l'instauration ou la restauration ou la consolidation du pouvoir du peuple lui-même en tant que premier et en dernier ressort titulaire du pouvoir et de la souveraineté dans un pays, et que le jeu de la représentation n'est qu'un jeu de délégation qu'il pourrait lui-même ôter toutes les fois qu'il en trouve l'occasion ou qu'il le juge nécessaire. Et c'est dans ce cas de figure qu'on pourrait, lorsqu'on est dans le cas du Niger, par exemple, trouver, il y a une première revendication qui avait voulu que la démocratie en tant que telle soit une démocratie qui tient compte des préoccupations populaires, même si par ailleurs en tant que telle, dans le cadre de son affirmation à travers les textes fondamentaux, ça n'a pas été posé comme tel. Mais il y a des éléments caractéristiques qui renvoient justement à reconstituer cette mémoire et à déterminer, à réaffirmer l'affirmation ou le choix opéré par les Nigériens eux-mêmes pour pouvoir obtenir la réalisation de la démocratie populaire. C'est genre qu'il y a toujours, depuis les années 90, cette réaffirmation d'un État démocratique et social au Niger. Cette réaffirmation de la souveraineté du peuple lui-même. Cette réaffirmation aussi de la démocratie et cet attachement aux principaux instruments juridiques justement qu'on a au niveau de ces préambules et qui permettraient de déterminer le choix qui, en tant que tel, a été opéré, ou la recherche de telle forme de réponse qu'on veut pour la société. Mais c'est dans le cadre de l'exercice beaucoup plus, et la manipulation qui est opérée sur le texte, que le gap est beaucoup plus profond et non pour l'appellation ou l'interprétation des textes en tant que tel. On y verra justement qu'il n'y a pas une mise en commun, une collectivisation des facteurs et des moyens de production. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la revendication, on comprendra bien qu'on s'éloigne aussi du rêve national. Aujourd'hui, tous les acteurs de la conférence nationale, lorsqu'ils en sont réunis, pour faire le point, le bilan du cahier de charges, l'on comprendra bien qu'on est bien loin justement de ce rêve d'instaurer une démocratie populaire dans le contexte nigérien. Les quelques éléments qui permettraient de le prouver, c'est justement quel est le mode aujourd'hui de dévolution de pouvoir dans le contexte nigérien. Est-ce que justement dans les faits, à travers l'expérience que nous avons aujourd'hui, c'est le peuple nigérien qui choisit ses dirigeants? Dans le principe, certains diront, oui, on organise périodiquement des élections. Mais jusqu'à quel niveau est-ce que le choix en tant que tel est opéré? Est-ce que le peuple connaît qui il choisit? Est-ce qu'il connaît le modèle de société de chacun? Est-ce qu'il y en a même le projet de société des gouvernants? Je douterais fort qu'il existe des projets de société qui offrent la possibilité à un peuple de choisir. Ou de savoir, en fait, même en termes de présentation individuelle, il ne connaît pas le plus souvent. Il y a donc un rituel d'élection organisé périodiquement. Deuxièmement, ce que le peuple, par le trichement de l'argent, on est parvenu à instaurer une démocratie d'argent,
mais une démocratie de choix, de rêve, de vision, y compris les dirigeants eux-mêmes, ne sont pas gênés par circonstances de dire en tant que tel, il n'y a pas un projet de société qui vaille. Je voudrais pour preuve, lors des dernières élections, l'une des élections en tout cas générales, les dernières élections, un des leaders politiques non négligeables a fini par dire ne nous parlez pas de projet de société, personne parmi nous n'en a pour lui, vous allez nous unir si vous voulez, après on va demander à la Banque mondiale ce qu'on va faire. Et à l'épreuve des faits, et l'on comprendra que c'est comme ça que ça est en train de fonctionner. Et donc, on pourrait s'amuser ou se débrouiller à écrire un certain nombre d'options, y compris à les inscrire dans nos constitutions. À l'épreuve de fait, nos gouvernants nous disent voilà en fait comment c'est géré. Il s'agit des instructions venues d'ailleurs et non du peuple lui-même. Et pour preuve aussi, l'on pourra prendre l'exemple de la première loi de finances, n'est-ce pas, du premier projet de loi de finances tenté, adopté par le gouvernement de la 7e République, qu'on pourrait dire de par son appellation qui devait s'approcher de cette forme de revendication, n'est-ce pas? C'est quand même la Banque mondiale qui est venue dire le choix n'est pas bon et non les Nigériens. Et l'engagement, c'est vis-à-vis du peuple nigérien que c'est prévu. Mais ce qu'on va faire, c'est d'ailleurs que ça vient. Et donc, ça rend compte de toute l'humiliation qu'on réserve au choix, et même y compris au concept de démocratie le plus vulgaire. Dans son appellation la plus vulgaire, dans son acception la plus banale, eh bien, ce sont des éléments qui en apportent la preuve qu'on n'assiste pas justement à ce type de choix. Eh bien, on comprendra même le mécanisme de choix de la loi fondamentale dans notre pays. Comment c'est opéré? Il revient, c'est une affaire de quelques techniciens qui élaborent un texte en langue officielle appelée français, n'est-ce pas? Et sans sa traduction en tant que telle dans les langues nationales pour permettre au peuple d'y accéder au contenu, on dit, eh bien ça c'est la Constitution. On organise un simulacre de vulgarisation et maintenant de collecte des opinions des gens à travers quelques ateliers ou quelques cadres de rencontres, et on dit, eh bien, le peuple souverain s'est donné librement ce texte. Est-ce qu'on n'abuse pas de ces termes librement dans ce mode que nous observons de détermination de notre propre texte qui devait conditionner? Et donc, on assiste même dans les premières réflexions à une violation justement des principes élémentaires de ce mode de démocratie que nous voulons. Eh bien, lorsqu'on parviendra même dans ce schéma à obtenir ce texte, comment est-ce que sa mise en œuvre y est faite? Le peuple est totalement dessaisi en tant que tel de mécanisme de contrôle. Et on lui dira qu'au meilleur des cas, la démocratie que nous avons voudrait que toi, peuple souverain, que tu n'interviennes que pendant les prochaines élections. Si tu n'es pas d'accord, on ne reviendra pas. Mais à partir du moment où tu as pris le risque de nous mettre en place, tu ne pourras rien. Est-ce que fondamentalement, c'est lui le souverain qui peut déterminer les limites du pouvoir de souverain? Eh bien, c'est dans ce contexte qu'il y a même des doctrinaires qui sont les plus même réactionnaires dans certaines circonstances, ont fini par se poser la question sur certains principes qu'on voit aujourd'hui en vogue, les limitations de prérogatives du souverain. Mais enfin, qui est habilité à déterminer ce que le souverain va faire ou pas? Eh bien, c'est la forme de... Et c'est celui qui représente le souverain qui décide de déterminer ce que le souverain peut faire ou pas. La réalité, c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Et donc, on assiste à la perversion des éléments les plus élémentaires. Et même la modification, lorsque le souverain, chemin faisant, dira que j'ai reconnu un principe à ton niveau. Toi, le mandataire, moi, en tant que mandant, je constate que je pourrais apporter la modification. Dites-moi un exemple de constitution africaine, je ne laisse pas au Niger, et un peu partout dans ces cas, où est-ce qu'on reconnaît au peuple l'initiative de modifier la loi fondamentale en tant que telle. Mais lui, en fait, il est un espace d'approbation au meilleur des cas. Et il ne veille pas à savoir jusqu'à quelle proportion est-ce qu'il accepte. Et même en tant que souverain, lui-même en tant que tel, aujourd'hui, pose des difficultés à être identifié. Pour dire que lorsqu'on questionne les grands principes à l'aune des pratiques et de nos réalités, eh bien, on comprendra tous les gaps. On peut multiplier les exemples. Mais par exemple, on peut reconnaître à la représentation nationale, par exemple, les députés, le pouvoir de modifier la loi fondamentale, y compris de la vidéo de sa substance initiale, sans pour autant avoir besoin d'aller donner la caution au souverain pour dire est-ce que je pourrais le faire.
Certains diront oui, c'est le souverain qui a dit vous pouvez à la majorité de 4/5 de revenir sur certaines dimensions. Ou par exemple, y compris certains qui ne sont pas élus. Par rapport au mode d'évolution du pouvoir, j'ai simplement envie de dire que la démocratie en tant que telle, même simple, et surtout lorsqu'elle est populaire, reconnaît l'ultime pouvoir au souverain qui est lui-même le peuple, doit dévoluer ce pouvoir-là, qui est un pouvoir reconnu à travers sa dimension tripartite essentiellement, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. En la matière, la pratique nous a révélé, oui, qu'il met en place le premier responsable de l'exécutif. Dans son ensemble, le président de la République est l'expression d'un choix, logiquement, si le suffrage est transparent, oui, du choix du peuple lui-même, lorsqu'on pourrait respecter les principes ayant régi ce mécanisme-là. Et l'Assemblée nationale. Mais il reste un pouvoir non négligeable, sinon le pouvoir important, de pouvoir veiller sur le rôle que le souverain a confié à chacun des acteurs, qui est l'arbitre en fait en dernier ressort, qui gère les conflits et qui garantit, n'est-ce pas, au nom du souverain, le respect des textes par le reste, c'est le pouvoir judiciaire. Mais lui, en fait, dans la réalité, n'a aucun lien avec le souverain. Parce qu'il dérive de celui qui a lui-même dérivé du souverain et qu'il n'y a pratiquement aucun mécanisme du contrôle. Et le jeu des choses, l'influence ou la caporalisation de la puissance de l'État par justement une certaine bourgeoisie ou une certaine puissance a fait qu'on interdit, on met même en garde le souverain sur le risque qu'il prendra justement à dire ce que celui qui est appelé à dire le droit à son nom a dit. On dit, eh bien, vous ne pouvez pas parler, vous, peuple, de ces questions-là. Ça dépasse vos compétences. Laissez les initier au risque d'être coupables de jeu de discrédit sur les décisions, par exemple, de justice, en résumé. On peut multiplier l'exemple. Ce sont des mécanismes questionnés à l'épreuve de fait qui pourraient, à la limite, révolter. Et on a compris que même le jeu de démocratie qu'on a fait, les partis politiques ont fini par se substituer au peuple lui-même, qui en dernier ressort ne détient aucun pouvoir dans les faits. Mais on aime parler que c'est lui qui détient. Et du coup, on s'amuse à dire qu'il n'existe même pas. Parce qu'il n'a pas une manifestation. J'ai même entendu quelqu'un, est-ce que vous avez le numéro du téléphone du peuple ? Lors d'un débat, il y a un leader politique qui a fini par nous le dire. Et donc, en dernier, on dit qu'il n'existe pas. Et donc, ce jeu se fait et c'est pour ça, réaffirmer justement ce pouvoir du peuple qui est un élément déterminant dans ce cadre est un élément important. Et la réalité a fait qu'à partir du moment où il est dessaisi de tout moyen de sanction, de contrôle réel, parce qu'à lieu et place, on a inventé les ONG, les associations, chacun qui se constitue à sa façon selon sa volonté, et c'est lui qui va assurer le contrôle citoyen de l'action publique. Et c'est lui qui va veiller à ce que les gouvernants font, à travers quoi le mécanisme de plaidoyer. On dit, eh bien, faites-les. Mais en fait, le plaidoyer lui-même, pour amener les représentations à pouvoir tenir compte de certaines préoccupations, ça ne voudrait pas dire ce qu'on a en face ignore le problème. Ils connaissent bien le problème et ils sont de mauvaise foi. Et du coup, ce sont des problèmes de fond. Et aujourd'hui, par ce jeu de la démocratisation en tant que tel et qu'on construit le mythe de la démocratie et le dogme, on est parvenu à un mécanisme en tant que tel aujourd'hui qu'il revient aux théoriciens de la chose politique de savoir ou de questionner et de déterminer le nom qui est justement attribué. Dans ce contexte de spoliation, de pouvoir du peuple lui-même, par ses prétendus représentants, ou par l'élite, ou par les bourgeois de l'époque, n'est-ce pas, de notre temps, quel serait le rôle de la jeunesse? Et je poserai justement cette question du rôle de la jeunesse parce que pour l'essentiel, cette couche sociale, dans le contexte qui est le nôtre, se recrute justement dans le rang de celui à qui on a spolié le pouvoir, y compris le pouvoir de connaître son problème. Il ne s'agit pas du pouvoir en tant que tel, en tant que mécanisme d'influence sur l'autre, mais le pouvoir en tant que savoir. On commence d'abord par le priver aux jeunes. À partir du moment où à l'être humain on étouffe la possibilité de savoir, eh bien qu'est-ce qui lui resterait? Et on utiliserait justement de son ignorance pour pouvoir poursuivre le processus. Aujourd'hui, le mécanisme est tel qu'il suffit de naître après
vous avez justement commis l'infraction de naître en ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est à cela que les jeunes sont exposés. Je ne finirai pas sans illustrer ce passage pour dire qu'on opposerait aux étudiants, par exemple, nigériens, qu'à partir de la licence, vous ne pouvez pas poursuivre. Argument, on n'a pas d'argent pour vous construire des amphithéâtres ou recruter des enseignants. Imaginons dans le contexte où on a moins de 20 000 étudiants, au meilleur des cas, on en a 15 000. Et cet État n'est pas gêné de dire publiquement on n'en a pas. Mais lorsqu'on regarde comment est-ce qu'elle organise ses ressources et comment est-ce qui gère les biens, je pense que la prochaine communication sur le comportement, sur les industries extractives, qui ne fera pas économie de ce qu'Areva est en train de faire chez nous, en est illustratif. Et aujourd'hui, c'est dans le cadre de cette dégénérescence de tout, voilà ce à quoi on assiste. Et on pourrait prendre n'importe quel aspect, un à un, on découvrira toute la déchéance, toute la déperdition et toute la négation de la dignité humaine dont les jeunes eux-mêmes sont objets. C'est dire que dans ce contexte-là, il n'y a pas 1000 recettes que de saisir les opportunités que le contexte, malgré sa méchanceté, offre pour pouvoir s'en servir et inverser les tendances. Nous n'avons aucun autre choix en tant que jeunes, je le dis vraiment sans détour, que de nous organiser, nous mobiliser et nous dresser contre l'ordre qui voulait justement nous maintenir dans cette situation de soumission, dans cette situation d'esclavage moderne. Il est plus facile de dire aux jeunes, oui, vous êtes l'avenir de demain. J'ai l'habitude à cette place de dire, ce fameux discours du demain, il faudrait qu'on y mette fin. Demain est un concept créé justement pour endormir les jeunes. Parce que demain ne viendra pas. Ça se déplace avec le temps. Toute votre naissance, on vous a parlé de demain. Personne n'en a été témoin. Demain, c'est demain, ça ne vient pas. Et donc, parlons concrètement de, l'avenir, c'est maintenant. Et que les jeunes ne soient pas réduits à être mobilisés pour défendre la démocratie, justement lorsque quelques messieurs sont mal à l'aise. Et il suffit simplement qu'ils s'entendent entre eux, c'est fini, la nation se porte bien. Les jeunes, allez-y, vous êtes maintenant des enfants. Ça, il faudrait qu'on arrive à consacrer cette rupture. Et on ne pourrait le faire sans justement aussi à notre niveau faire notre propre autocritique. Il faudrait constater que l'ordre aussi a sécrété un certain nombre de pratiques où il suffit de naître aujourd'hui. On veut aussi dans la seconde qui suit être le milliardaire, qu'importe la voie par laquelle on pourra y arriver. Ou être millionnaire, ou circuler de n'importe quoi. Ça ne peut pas marcher de cette façon. Il faudrait qu'on sache que tant que nous sommes, il n'y a pas de réponse individuelle à ce problème. C'est un problème collectif. Toute tentative de penser que par soi-même, on pourrait s'isoler et sortir du gros lot, ce n'est qu'une réponse illusoire et éphémère qui ne perdurera jamais. Le problème, il est collectif. Le problème, il est pour tout le monde, en fait pour l'écrasante majorité. Et il nous revient de trouver la réponse à l'écrasante majorité pour que chacun de nous s'en sorte bien. Sinon, dans ce cas de figure, nous allons mourir comme meurent les moutons ou les taureaux devant un boucher qui prend qui il veut, quand il veut, au moment où il le veut, les autres attendent leur tour. Et je pense qu'il faudrait qu'on re-questionne nos propres comportements. Et la réponse est justement dans notre main. Même lorsqu'on abordera la chose dans le cadre démocratique, on comprendra dans le contexte africain, quel que soit par nigérien, quelle que soit la définition qu'on prendra, les jeunes constituent plus de 70% de la population. Dit-on que la démocratie, c'est le règne de la majorité, entre guillemets. C'est ce qu'on retient. Mais comment est-ce que dans un mécanisme où c'est la majorité qui empresse devait déterminer la voie à suivre, qui en devient victime de cet ordre-là aussi, qui en fait la promotion théorique. C'est-à-dire que quelque part, quelque chose ne va pas. Mais c'est en fait à notre niveau, nous, en tant que victimes, nous, les jeunes, que ça ne va pas. Et qu'on trouve les éléments de réponse, qu'on s'organise pour pouvoir exercer la pression nécessaire. Comme ça, aucune multinationale ne viendra piller les ressources qui sont les nôtres, propriété du peuple nigérien, et nous narguer par la suite en nous menaçant. Si vous ne faites pas attention, je m'en vais. Mais va-t'en! Il s'agit pour nous de dire, ou bien de parler de à qui profite l'uranium après 40 ans d'exploitation. Et aujourd'hui, je crois que
le peuple nigérien, l'ensemble des Nigériens sont édifiés par rapport à la question de l'uranium ou bien l'exploitation des ressources naturelles. Il faut d'abord remonter à nous, société civile, comment est-ce qu'on a été en phase de pouvoir comprendre ces sujets. Il s'agit du mouvement de mars 2005 où le gouvernement avait quand même taxé des produits de première nécessité qui avaient amené le peuple nigérien à se soulever pour demander à ce qu'on ne puisse pas imposer ces produits. Il a été mis en place un comité de négociation après tous ceux qui avaient eu, les camarades étaient en prison, qui devrait négocier avec le gouvernement et comprendre et voir. Parce que le gouvernement faisait savoir que quand vous demandez de retirer des recettes, il faut pouvoir aussi justifier ou bien compenser cela. Là, l'évidence, tous les acteurs ont compris que les ressources naturelles du sous-sol ne rapportaient pratiquement rien du tout au peuple, rien du tout au budget national. Le Niger n'a pas que l'uranium. Le Niger a l'or et récemment le Niger est en train de le phosphate et d'autres minéraux, le ciment. Et quand on parle de ressources naturelles, des pays ont pu mettre même dedans la forêt, la pêche et d'autres choses. Tout ce qui en lien, parce qu'au Gabon, vous ne pouvez pas écarter le bois. En Mauritanie, ils vont vous dire qu'il faut mettre la pêche dans les ressources naturelles. Ne rapporter rien du tout, je disais, au budget national. À ce moment, donc, il y a eu la création de 2 réseaux, à savoir le GREN et le ROTAP, qui œuvrent aujourd'hui spécifiquement dans le domaine des ressources naturelles du sous-sol. Donc, la société civile nigérienne a commencé à s'organiser pour pouvoir comprendre la thématique et lutter dans ce domaine pour que la tendance de malédiction des ressources du sous-sol change. Quand je dis tendance de malédiction des ressources au Niger, on me ramènera au Nigeria où il y a eu la guerre du Biafra, il y a eu en RDC où il y a encore la guerre et de certains pays. Au Niger, on parle de tendance de malédiction des ressources parce que il y a une situation dramatique qui se passe, peut-être qui n'a pas de visage, mais dont on peut aisément comprendre en ayant l'information dessus. Aujourd'hui, avec l'exploitation de l'uranium, il faut se dire que les populations des régions d'Agadez consomment de l'eau irradiée, respirent de l'air irradié, qui sont au-dessus des normes recommandées par l'OMS. Pour moi, c'est un génocide. Quand vous voyez, il y a un mouroir en France, des hôpitaux à Nantes, où sont recueillis des familles de travailleurs de la Somalie et de la Cominac, mais les populations d'Agadez, les autochtones, n'ont pas accès à ces soins. Donc, et tout le monde sait la stratégie que les médecins utilisaient. Quand vous partez, vous dites que vous êtes malade, on dira que non, vous êtes atteint du sida.
Au Niger, c'est une maladie bannie. Le gars, bien le monsieur, il va aller mourir dans son coin, il ne reviendra plus à l'hôpital. C'est comme ça que ces génocides-là se passent, ou bien cette tendance de malédiction se caractérise dans cette région. Vous prenez la région d'Agadez, avec 40 ans d'exploitation de ce minerai, il n'y a pas un centre de santé de référence. Vous prenez avec l'exploitation de près de 10 ans, depuis 2004, que la SML a signé pour exploiter Samira, il n'y a pas un centre de santé de référence dans la région de Tillabéri. Vous êtes obligé de faire les 1000 et quelques kilomètres pour venir à Niamey en faisant 1000 kilomètres sur une piste aujourd'hui qui n'existe pas, que Areva continue à utiliser pour évacuer son minerai, pour amener ses produits, pour pouvoir extraire le minerai. Dans ce sens, parler de 40 ans d'exploitation, je me dis, quand on se disait que j'ai dû entendre ces derniers jours certains dire qu'il y a une cabale contre Areva. Mais Areva, on a 40 ans d'histoire avec Areva. Ce n'est pas la même chose que les Chinois, on a 3 ans avec le pétrole, ou bien 2 ans. Comme la SML, les Canadiens, où on a moins de 10 ans. 40 ans d'exploitation, ça ne peut pas être considéré comme l'autre qui vient d'arriver. Et dans le cadre de l'exploitation spécifiquement de l'uranium, en 2010, il y a eu 114 346 tonnes d'uranium extrait sur le territoire nigérien par la Cominac et la Somaïr. J'aimerais d'abord qu'on puisse nuancer dans le sens de dire que il y a peut-être un abus de langage à parler de Areva. Le Nigérien n'a rien à voir avec Areva. Nous sommes en actionnariat avec Areva dans le cadre de la Cominac et de la Somaïr. Nous ne sommes pas dans Areva NC. Nous sommes Cominac et Somaïr, où la ressource ne représente que pour cette multinationale encore que des cacahuètes. À franchir le port de Cotonou, cette ressource appartient à Areva NC, où le Niger n'a même pas 1%. Et c'est cette firme qui vend des centrales nucléaires, qui vend l'uranium à ces centrales nucléaires, qui a des contrats à long terme avec les compagnies, qui a des contrats à long terme avec les pays pour fournir et en technologie et en minerais. Donc, dans ces 114 000 tonnes, la valeur d'exportation représente 2 000 milliards 295 millions de francs CFA. Le Niger, dans ça, s'est retrouvé avec environ 300 milliards de francs CFA. Nous sommes carrément dans le rôle du commissionnaire, ce qu'on appelle chez nous la Dilani. Les gens prennent 10% sur ceux qui juste par l'intermédiation. Nous ici, on a pris 10% alors que la ressource appartient au Niger. Dans ça, quand je vous ai expliqué que la différence entre Areva NC, Cominac et Somaïr, c'est pour qu'on puisse comprendre que ça, ce n'est que la valeur d'exportation. Areva, après là, c'est autre chose.
vous ne pouvez plus savoir combien ce minerai représente à partir du port de Cotonou. On nous parle, dans le contexte actuel, de prix très bas de l'uranium. Et jusqu'à ce que des autorités nigériennes prennent cet argument pour défendre Areva, je me dis que c'est manquer du respect au peuple nigérien. Areva a des contrats pas de 1 an. Areva ne vend pas au prix du marché. Il faut que les Nigériens le comprennent. Areva vend au prix des contrats de 5 à 10 ans qu'Areva signe avec les pays, avec les centrales. Et Areva ne vend pas seulement l'uranium. Areva vend toute une technologie avec. C'est comme si vous vendez une voiture. Celui qui vend les phares, qui vous fournit les phares, est-ce que lui, si vous lui achetez les phares à 5 francs, lui, il construit la voiture, il met les phares à 1000 francs, vous n'avez plus rien à voir. Ou bien le carburant que la voiture consomme. Le carburant aujourd'hui peut coûter 500 francs. Le monsieur a déjà fait un contrat de fourniture de carburant avec cette compagnie sur 5 ans. Que même si c'est à 50 francs, lui, il va vendre son carburant à 100 francs. Voilà comment Areva fonctionne. Areva, là où nous ne sommes pas, il ne faut pas rêver. Nous ne sommes pas encore là-bas. Je vous donne des exemples de prix. En 2008, l'uranium nigérien était enlevé à 27 000 francs CFA. Ça se vendait sur le marché international à 123 000 francs CFA. En 2007, c'était dans les environs de 40 000 francs CFA que c'était. Jusqu'en 2007, c'était enlevé donc dans ces environs. Vous ne pouvez pas comprendre, nous, notre offuscation, quand on a été reçu au niveau du siège de Areva avec les camarades de Oxfam France qui ont pu décrocher l'audience, qui nous ont même cachés dans la délégation. Ils n'ont jamais dit à Areva que nous, on allait dans la délégation. C'était la veille qu'ils nous avait annoncé. Le directeur mine de Areva, qui était venu il y a une semaine au Niger, a dit qu'il s'était resté toutes ces années au Niger par solidarité. Parce que l'uranium nigérien ne coûtait très cher pour eux et que ils sont avec nous juste par solidarité. Quand nous leur avons sorti les prix avec aussi le rapport d'audit, le rapport avec Oxfam, pour leur dire, mais pourquoi les années où l'uranium, il y avait cette fluctuation, vous n'avez pas dit au Niger, mais on s'équilibre. Vous vous rappelez que le président Tanja a pu à un moment imposer à Areva de pouvoir rémunérer le Niger par rapport au manque à gagner quand ils avaient constaté que pendant la période Areva s'est fait beaucoup plus du sucre sur le Niger. On avait eu de l'argent, je crois que c'est 137 milliards de francs CFA que Areva avait donné pour dire que selon les années où il y avait la fluctuation. Mais ça, il faut considérer que c'est par rapport seulement toujours à Cominac et Somaïr, là où la ressource ne représente rien du tout. Aujourd'hui, l'uranium représente plus de 70% de nos exportations. Ça représente moins de 5% de notre budget. Les secteurs primaires, tout le monde voit comment nos pères et nous-mêmes, les gens cultivent pour pouvoir faire sortir les graines et les épis de mil. Et comment les éleveurs élèvent leurs animaux pour pouvoir. Ce n'est pas l'agriculture moderne
en Europe, ou bien l'agriculture moderne, ou bien l'élevage moderne. Mais c'est encore au stade primaire. Ce secteur rapporte plus de 40% à notre économie. L'uranium, qui représente 70% de nos exportations, ne rapporte pas 5% à notre budget national. Ça, à l'évidence, je crois que si aujourd'hui, tout Nigérien se conscientise par rapport à ce problème, qu'on est en train d'être volé, mais volé par notre propre faute. Par notre propre faute, j'ai entendu le camarade Nuhu avant-hier dire qu'il n'y a jamais eu de négociation, même les gens faisaient du blabla. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Les négociations, il y a des règles pour la négociation. Ça suppose qu'on négocie avec une partie. Ça suppose qu'il y a des primaires, il y a des préliminaires pour la négociation. Mais aujourd'hui, quand sur une chaîne de télé, un syndicaliste a annoncé que le DG de Areva vient dans un avion spécial, directement il est reçu à la présidence, il reprend son avion et rentre chez lui, sans rencontrer le ministère des Mines, sans rencontrer la Sopamine, sans rencontrer les cadres techniques qui sont ses interlocuteurs directs. Je ne crois pas le Niger incapable de pouvoir négocier, mais je crois nos hommes politiques incapables d'avoir le courage dans le sens de défendre nos intérêts. Dans le sens de se rendre à l'évidence. Aujourd'hui, quand nous appelions à des marches, quand nous appelions à des meetings, quand nous appelions à des trucs, moi je crois que le pouvoir même doit s'en féliciter pour dire que ces gens-là travaillent pour nous. Parce que nous, au moins on ose sortir dire ce qu'il ne peut pas dire à ses partenaires. Mais qu'est-ce qu'ils trouvent à dire, à faire, à nous interdire la manif? Il faut qu'on aille même chez un juge pour casser leur décision d'interdiction. Il faut qu'ils disent que nous sommes avec l'opposition. Il faut que l'opposition aussi dise avec que peut-être nous sommes en train de défendre le pouvoir parce que ce sont des intérêts du pouvoir qui est l'argent. Qui est l'argent dans ce pays-là? Que ce soit de l'opposition du pouvoir. Moi, je crois que nous, peuple nigérien, là, que ça vienne. Que ces contrats soient gagnants-gagnants, dans le sens que le peuple puisse avoir les bénéfices des ressources naturelles du sous-sol. Donc, aujourd'hui, les acteurs de la société civile, je crois, et je parle en notre nom aujourd'hui, ne demandent qu'une seule chose, l'application de la loi nigérienne. La loi nigérienne, ce qu'elle dit, elle permet de pouvoir avoir des redevances minières de l'ordre de 9 à 12%. Pendant que la loi dont se prévoit Areva ne se limite qu'à une redevance financière de 5%. Il y a d'autres choses dans cette loi. C'est pour ça que nous demandons seulement à ce que notre gouvernement, le gouvernement nigérien, soit aussi courageux pour permettre de ne pas sacrifier encore cette jeunesse en appliquant les lois de la République à Areva. Nous ne demandons pas plus, pas moins. Nous ne demandons pas le ciel. Nous demandons que, au même titre que le citoyen nigérien à qui on applique l'UTS, le commerçant nigérien à qui on applique la patente, nous demandions qu'on applique les lois de la République à une compagnie qui s'appelle Areva. Mais je sais que cette compagnie est la compagnie de l'ancienne puissance coloniale qu'est la France. Si on veut capituler par rapport à l'ancienne puissance coloniale, on acceptera donc de sacrifier les générations présentes et futures. Je vous remercie. Alors, pour commencer,
je pense qu'il est important de noter que les activités uranifères ont commencé au Niger en 1956. Et je pense que beaucoup d'entre nous n'étaient pas encore là. Donc on ne parle pas seulement de 45 ans, mais de 2014, moi 1956. Parce que moi, ça fait le double de ce que j'ai comme année. Donc ça fait quand même un paquet d'années où le BGRM français a découvert l'uranium au Niger. Et quand on parle de découverte, déjà les impacts commencent là. Parce qu'il faut creuser, il faut déguerpir des gens, il faut retirer des champs, il faut enlever des aires de pâturage sur tout un espace. C'est déjà des impacts à partir de 1956 déjà. En 1961, juste un an après les indépendances, on prend nos autorités nigériennes, béninoises, ivoiriennes et burkinabées, à l'époque la Haute-Volta, on leur fait signer un accord de défense et d'approvisionnement prioritaire de la France sur toutes les ressources. Ça veut dire que ça devient une exclusivité de la France. Nos pays ne peuvent pas vendre à qui ils veulent. Et même s'ils pouvaient le faire, ils devraient d'abord avoir l'aval de la France. Donc c'est à partir de là qu'on nous a pris nos ressources. Et en 1961, je suis convaincu, on avait très peu de personnes qui étaient versées dans la science de l'uranium, si je peux m'exprimer ainsi. Puis, en 1958, interviennent les clauses de stabilisation fiscale. C'est à partir de là, on dit, bon, on va acheter votre uranium à 1000 francs, le kilogramme, même si par ailleurs le kilogramme se vendrait sur le marché à 1 million, nous on va l'acheter comme ça. Et ça fait vos affaires à vous, débrouillez-vous avec les 1000 francs qu'on va vous donner. Maintenant, c'est seulement en 1993 que le Niger s'est doté de sa première loi minière. Et c'est cette loi minière qui a été révisée en dernier ressort en 2006, dont nous sommes en train de crier à corps et à cri l'application sur Areva. Alors, tout à l'heure, le camarade Ali Idrissa a brossé dans quelles conditions la société civile nigérienne a compris que l'uranium ne rapportait rien. Mais il y a un fait assez important qu'il faut souligner ici. En 2006, nous avions appris par hasard, comme d'habitude, que Areva allait fêter sa 5 millième tonne d'uranium extraite au Niger. 5 millième tonne en 2006. Par hasard. Et qu'elle allait organiser une grande fête ici même à Niamey. Pour cela. Et je profite de l'occasion pour saluer la présence du camarade grand frère Nou Arzika, qui était le premier coordinateur du GREN. C'est sous ces auspices que la société civile nigérienne a organisé pour la première fois un débat sur le sujet qui a obligé Areva à se retirer dans une chambre à Arlit pour fêter sa 5 millième tonne. En 2007 est intervenue la première révision, parce que le prix, comme l'a dit tout à l'heure Ali, c'était 21 000 francs CFA. Donc c'est en 2007 qu'est intervenue la première révision, donc le prix a monté à 42 000 francs CFA. Alors, je crois que le rappel historique est fait. Maintenant, voyons un peu les avantages pour l'un et l'autre, pour Areva et la France, pour le Niger et son peuple. On a l'habitude de dire que l'uranium nigérien représente plus de la moitié des importations de Areva. Mais qu'est-ce que cela cache? Cela cache la puissance française dans l'énergie nucléaire. Ça veut dire quoi?
Si on dit qu'une ampoule sur 3 en France est allumée par l'uranium du Niger, ça veut dire que si tous les Nigériens se mettent ensemble et qu'on mette les pieds sur la Cominac et la Somaïr, aucun hôpital en France ne pourra fonctionner. Aucun avion ne pourra décoller. Ça veut dire que et l'Espagne et l'Allemagne, même si l'Allemagne est un peu sortie de l'uranium, et tous les autres pays que la France fournit en énergie nucléaire, tous seront aussi bien dans le noir que les derniers Nigériens qui habitent à Terra. Cette année, selon le calcul, le budget de Areva était de 9 milliards d'euros. Le budget du Niger, tenez-vous bien, est seulement de 2 milliards d'euros. Oui, 2 milliards d'euros. Et comme je l'ai dit un jour, pour prendre Areva au mot, puisque Areva est au Niger par solidarité, et que notre uranium fournit 40% de l'uranium que Areva exploite, par solidarité, Areva doit concéder au peuple nigérien 40% de 9 milliards d'euros. Comme ça, nous saurons qu'ils sont là vraiment par solidarité. Cette année, Areva a signé des contrats, plusieurs contrats, pour la construction de leur fameuse centrale nucléaire civile à hauteur de 432 milliards d'euros. 432 milliards, ça c'est à l'avenir ce qu'ils vont avoir. Ils ont signé. Donc, si vraiment on se met ensemble, qu'on s'élève tous le samedi 25 janvier 2014, qu'on marche sur la primature, qu'on retire la Cominac et la Somaïre, qu'on remette sur le marché, Areva et la France seront bien obligés de revenir s'agenouiller devant nous et signer le contrat sous la loi 2006. Donc, si seulement on avait les 40% de 9 milliards, parce que la question, c'est que ça rentre. Parce que si les 40% rentraient, si nous avons la possibilité d'obliger Areva et la France à signer cela, ça veut dire que nous nous donnerons aussi les moyens de faire en sorte que les autorités les utilisent judicieusement. Alors, nous aurions également pu obliger Areva à gérer les 50 millions de tonnes de résidus radioactifs qui sont entassés dans la ville d'Arlit. Nous aurions pu obliger Areva à faire en sorte que la digue d'eau irradiée qui est stockée à Arlit ne se soit pas rompue en 2010. Sa rupture, vous vous en souvenez, a provoqué le coulement de 200 000 litres d'eau irradiée dans la ville d'Arlit. On aurait pu éviter également l'accident des camions de transport du Yolekek, accident qui s'est passé près d'un village de Dosso, et pour lequel Areva a mis 1 mois pour simplement balayer et dégager les Yolekek. Alors que nous savons tous, tant que nous sommes, que l'uranium est hautement radioactif. Mais nous le savons aussi que Areva et les Nigériens qui travaillent pour elle disent que la société civile divague en disant que l'uranium est radioactif. Mais ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les scientifiques eux-mêmes qui l'ont prouvé et qui ont démontré que 15 ans d'exposition seulement suffit pour qu'un travailleur qui y a travaillé soit atteint d'une maladie liée à cette radiation. Mais vous le savez aussi, nos travailleurs n'ont même pas le droit de déclarer qu'ils sont malades. Oui, puisqu'il n'y a pas d'infrastructure de santé pouvant leur permettre d'être soignés, d'abord d'être pris en charge, ensuite de diagnostiquer le mal et de le prendre en charge correctement. Ça veut dire que vous n'avez même pas le droit de tomber malade, à plus forte raison de le déclarer. Et je pense qu'à partir de là, tout est clair. Qui a les bénéfices
Et qui a été gagnant? Parce que quand on parle de contrat gagnant-gagnant, nous disons contrat gagnant-gagné. Et nous savons qui est gagné. Alors, qu'est-ce que nous voulons pour le 25? C'est très clair. Nous voulons, au cas où la convention est signée, qu'elle soit signée sur la base de la loi minière 2006. Rien que la loi minière 2006. Sinon, Kominak et Somaïr, on ferme, on met sur le marché au plus offrant. Dernière chose, pour tous les retards accumulés, et peut-être qu'ils s'accumuleront encore, puisque jusqu'ici nous ne sommes pas fixés sur le sort de Imouraren, nous demandons, nous exigeons tout simplement le retrait du permis d'Imouraren et sa remise dans le patrimoine national. Bonsoir camarades militantes et militants de Lienoun. Je commencerai tout d'abord par remercier très sincèrement l'ensemble des invités qui, malgré leurs préoccupations, ont tenu par devoir à cette organisation qu'ils avaient animée. Et d'ailleurs, pendant son passé glorieux, de même que je tiens à remercier très sincèrement les conférenciers pour la pertinence de leur exposé. Des exposés qui viennent à juste titre rendre le savoir libre et démocratique, parce qu'à partir de cette conférence, nous estimons que l'ensemble des militantes et militants de Lienoun, au-delà, les citoyens nigériens qui ont participé et qui vont voir à travers évidemment les médias, cette conférence seront suffisamment informés. Je voudrais simplement dire deux mots relativement à la question d'Areva. Et il est vrai que j'ai, sous risque de montrer mes insuffisances après la pertinence de l'exposé du camarade et grand frère Ali Idrissa, je voudrais simplement dire ce que j'ai retenu comme idée principale. En fait, il s'agit d'un débat autour de nos ressources naturelles. C'est une question de souveraineté nationale. Et c'est une question de dignité. C'est sous cet angle qu'il faut comprendre cette question des ressources naturelles. En fait, madame, on n'aurait pas besoin de voir l'importance que va engendrer ces ressources naturelles dans le secteur éducatif, notamment à l'université Abdou de Niamey, à partir de la simple idée que c'est une question de souveraineté nationale, c'est une question qui engage tous les citoyens nigériens. En fait, je voudrais dire qu'on n'a pas besoin de voir notre intérêt immédiat, notamment les bâtiments, les restos et autres, que ça peut engendrer s'il y avait un bon usage pour nous engager par rapport à cette question. Parce que, tout simplement, je l'ai dit, c'est une question de dignité aujourd'hui, parce que nous sommes décolonisés. Par rapport à nos ressources naturelles, la France colonisatrice qui refuse encore de comprendre que le Niger est un État indépendant, continue, évidemment, en comptant sur l'incapacité de nos dirigeants, de nos dirigeants du début de ces contrats à nos jours, qui leur incapacité à dire non et à mettre les intérêts du peuple en avant. Dans le cadre de la signature de ces contrats. Et le seul choix qui s'impose et qui doit s'imposer à l'ensemble des citoyens nigériens, c'est un choix d'élite. C'est une élite permanente, une élite acharnée qui doit être menée parce qu'il s'agit de nos ressources naturelles, il s'agit d'une question de souveraineté. Et je n'avais pas, en tant que tel, de doute ou de crainte que les jeunes camarades que vous avez invités et qui sont actuellement sur la rampe de ce combat en continu et de la société civile nigérienne dans le cadre de la problématique de ces ressources naturelles, en particulier la question des industries extractives, qu'ils étaient très à même de pouvoir rendre des choses assez importantes pour édifier les acteurs que vous êtes et sur cette question assez fondamentale
qui pose toute la problématique de notre dignité, de notre indépendance, de notre souveraineté nationale. C'est important. C'est tout ce qu'on a fait, tout le combat qu'on a fait depuis, en réalité, plus de 20 ans, c'est autour de ce problème-là. Quand nous sommes allés à la conférence nationale, parce que ce n'est pas en 2005 que ça a commencé, c'est déjà en allant à la conférence. On a fait un point et on s'est rendu compte qu'à l'époque, l'uranium là, ça ne rapportait pas grand-chose. Dans le budget du Niger, à l'époque, le budget était autour de 107 milliards, 120 milliards au plus. C'était ça. Mais l'uranium représentait à peu près 4 milliards à 5 milliards. Donc en ce moment, ça fait l'équivalent de 5%. Et puis ensuite, les choses ont évolué. Et puis, donc c'est pas par l'uranium qu'on retrouve le pourcentage qu'il a. C'est par d'autres produits, d'autres activités économiques que notre situation budgétaire a évolué et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, et je crois que cette année-là, on a parlé de 1867 milliards. Donc c'est bien parce qu'il y a donc beaucoup d'autres choses qui ont pu être faites. En fait, ce qu'il y a et qui est fondamental et qu'il faut absolument retenir, ce point-là a été fait dans le diagnostic des 30 années d'indépendance à la conférence nationale. Et à l'occasion, il avait été constaté que effectivement, nous ne sommes pas en train d'exploiter nos ressources naturelles, nous ne sommes pas en train de nous servir de ça pour essayer de trouver des ressources pour financer notre développement. Et qu'il avait dès lors été recommandé par la conférence que les autorités qui allaient suivre prennent des dispositions pour qu'on puisse être dans la position de doter notre pays des politiques publiques qui doivent prendre en charge cette problématique de mise en valeur de nos ressources naturelles, du sol et du sous-sol, en particulier les substances minérales, notamment la revalorisation comment on appelle ça, de l'uranium. Il se trouvait que, au moment où on avait fait cette réflexion en 1991, nous venons de sortir de la conférence nationale et c'est l'année-là et l'année qui suivait, donc en 92, qu'au niveau du sommet de la Terre, le premier sommet de la Terre qui s'est tenu à Rio de Janeiro et en juin 92, où la décision avait été prise de vouer aux gémonies l'uranium. Et il se trouvait que nous au Niger, c'était l'uranium qu'on exploitait pour l'essentiel, avec nos deux sociétés pour lesquelles on est partie prenante, notamment la Somaï et la Cominac. Et même dans les propos, souvent les gens, quand les gens de Kojima ou quand les Français veulent montrer ils veulent montrer leur grandiloquence, ils parlent de leur filiale. Alors que c'est faux. Somaï et Cominac ne sont pas des filiales d'Areva, ni de Kojima. C'est des sociétés d'économie mixte de droit nigérien, dans lesquelles le Niger est parti en tant qu'actionnaire. Pour Somaïr, nous sommes actionnaires à 36,36%. Et pour Cominac, il y a 4 actionnaires. Il y a la Kojima, donc Areva, 34%. Il y a le Niger avec 31%. Il y a les Japonais et les Espagnols. Donc on est 4 là-dedans pour la création de la Cominac. C'est une société, donc ce sont des sociétés d'économie mixte. Ce n'est pas des filiales d'Areva. C'est des sociétés qui nous appartiennent. Areva veut faire le malin en disant que c'est elle parce que Areva joue un rôle à côté qu'on appelle le rôle d'opérateur. Areva, elle joue le rôle d'opérateur, c'est-à-dire l'assistant technique chargé de conduire l'approche technique de toutes les questions relatives à la mise en œuvre des programmes de ces deux sociétés. C'est-à-dire, en ce moment, c'est elle qui fait les démarches, c'est elle qui conseille, c'est elle qui fait tout pour assister ces deux sociétés. Et quand elle assiste les deux sociétés, elle est payée. Elle fait une facture à Somaïr, on la paye. Elle fait une facture à la Cominac, on la paye. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est bon de savoir ça. Donc, quand nous demandons à Somaïr quelque chose, c'est la Somaïr en tant que société qui fait ça. Et quand elle nous pose problème, la convention qu'on a faite, c'est une convention Somaïr et une convention Cominac. Et donc les deux conventions sont des conventions qui lient le Niger à ces deux sociétés-là.
à ces deux sociétés. Et Areva en tant qu'opérateur, et qui est donc c'est lui qui est le parent, c'est lui qui connaît où aller toucher. Donc, et là-dedans, il nous vole. Parce qu'on n'est pas au courant de certaines choses. On n'a pas de techniciens dans certaines choses. On n'est pas informé ni formé dans certaines choses. C'est eux qui font. Et c'est eux qui décident que c'est... par exemple, quand vous envoyez un assistant technique qui va venir de Areva France, il va venir ici pour assister Somaïr, il fait une facture. Somaïr paye le billet d'avion. Elle paye son séjour ici. Elle paye tout et c'est à la facture, on l'envoie à la Somaïr. C'est Somaïr donc qui paye. Maintenant, si Somaïr, s'il y a une fausse charge, comme nous le soupçonnons, ça veut dire que si on doit payer par exemple 100 millions pour le déplacement des experts d'Areva qui viennent au Niger, si au lieu de 100 millions, c'est normalement 50 millions, ça veut dire que c'est dans le résultat. Dans le résultat en termes de bénéfice de Somaïr, qu'on va constater qu'il y a une diminution du résultat de 50 millions. Et je vais vous expliquer ce que ça donne. Quand vous avez ce résultat-là comme ça, donc s'il y a une augmentation de charges que Areva retire par ailleurs à travers les filiales par lesquelles elle agit pour pour assister les deux sociétés, Somaïr et Cominac, ça veut dire qu'elle a déjà tiré sa part. Donc au niveau de la Somaïr, on a eu une perte donc de 50 millions. La perte de 50 millions là, ça veut dire que c'est une réduction en termes de résultat, une réduction du bénéfice. Quand il y a une réduction du bénéfice, l'État du Niger perd deux fois. Premièrement, en tant qu'État, par rapport à son pouvoir régalien, où il a des taxes qu'il prélève parce que l'impôt sur les bénéfices que nous sommes censés avoir, donc l'impôt sur 50 millions, il est zéro, on n'a pas ça. Nous avons normalement, à l'époque, c'était 40%, comment on appelle ça, 40% de l'IBS, et l'impôt sur les bénéfices des sociétés, ça fait 40 millions. Alors, si c'est zéro, ça veut dire qu'on a perdu cet argent. Est-ce que vous voyez bien? Et maintenant, si nous prenons ça, si les 50 millions étaient là, ça veut dire que l'État du Niger a au moins 35% de ces 50 millions. Donc, première chose. 35% de 50 millions, ça vous donne à peu près l'équivalent de 17 à 18 millions. Ensuite, comme l'État est actionnaire à travers les sociétés de portefeuille, pour le moment au Niger désormais, on a créé Sopamine et c'est Sopamine qui gère les portefeuilles. Donc les dividendes qu'on doit diviser et partager entre les actionnaires au niveau de la Somaïr, du fait de ces 50 millions-là, si les 50 millions étaient là, ça veut dire qu'on va avoir les dividendes, le Niger à 36%. Donc, comme dans le cas de Somaïr, ce n'est que deux actionnaires, il n'y a que l'État du Niger et Areva. Donc, le Niger aura 36% du dividende à partager. Mais si ça a été volé, on ne gagne quoi? Rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu la situation, comment elle fonctionne. Les engagements qu'on prend, ou les engagements qu'on a pris, sont des engagements qu'on a pris à travers ces sociétés, notamment la Somaïr et la Cominac. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Après le sommet de la Terre, on a dit que l'uranium, c'est un produit dangereux qui produit des gaz à effet de serre, donc ça atteint les couches d'ozone. Alors, on a dit que l'uranium n'est plus bon. Et tout de suite, on a décidé de vouer aux gémonies l'uranium et toutes les usines un peu partout dans le monde étaient en train de se fermer. Mais pour le cas du Niger, on n'a pas fermé et on avait appliqué ce qu'ils ont appliqué à l'époque, la politique de nigérisation des emplois. Sachez bien ce que ça veut dire. La politique de nigérisation des emplois, en réalité, c'est une politique pour réduire le coût des charges des sociétés et Somaïr et Cominac. Quand c'est un Nigérien qui travaille à Somaïr, on le paye à 1 million et quand c'est un Français qu'on amène, il peut être payé à 8 millions ou 9 millions. C'est ça. Maintenant, quand on nigérise, donc le prix, le coût annuel va revenir à ce niveau-là. Ça, c'est important de comprendre pourquoi ils avaient très vite accepté la question de nigérisation. Et ça, nous avons reproché ça d'ailleurs. Quand les gens, on a fait la nigérisation des emplois, mais les mêmes pratiques ont continué de l'apartheid. Ça, c'est un autre sujet, un autre jour, on va en parler. Et donc, quand il y a eu cette récession-là, c'est dans ces mêmes cadres-là. Pendant ce contexte-là où donc l'uranium était un peu considéré comme étant une substance à abandonner, que nous avons rédigé notre code minier de 1993.
Donc c'était un code où on était obligé de tenir compte de l'environnement international mondial pour ne pas trop demander, pour éviter que les gens refusent de venir ou les gens nous fuient. Voilà dans quel contexte le code minier de 1993, de mars 1993, a été élaboré. Mais entre-temps, déjà en 1997, il a été reconnu par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, que en fait c'est une erreur, que l'uranium n'est pas une substance dangereuse qui produit des gaz à effet de serre, mais c'est plutôt une substance dangereuse parce qu'elle produit des radiations qui peuvent attenter à la vie humaine, mais ça ne porte pas atteinte à la couche d'ozone. Par conséquent, l'engagement a été pris qu'en 2002, à la réunion de Kyoto 2, donc au deuxième sommet de la Terre, au Japon, à Kyoto 2, qu'on allait réviser cette décision-là pour ramener l'uranium dans les substances à utiliser. Et c'est dans ces circonstances-là que la France, comme le président de l'AIEA, sachez comment ils font, hein. Le président de l'AIEA est un Français. Et comme ils savent que leur conclusion va déboucher sur ça, ils ont informé leur pays. Et leur pays a défini une nouvelle stratégie, et c'est en ce moment-là, la France a décidé de réunir la CEA, la Commission de l'énergie atomique française, et la COGEMA, qui est la Compagnie générale des matières atomiques. Ils les ont mis ensemble pour créer Areva en 2001, avant le sommet de 2002. Pour qu'ils puissent avoir une avance sur les autres. Et pendant que les autres abandonnent, eux, ils essaient de racheter. Ils essaient de revoir, parce qu'ils savent déjà quelle sera la conclusion de Kyoto 2. Et justement, quand il y a eu la conclusion de Kyoto 2, l'uranium a été réhabilité dans son droit, parce que c'est une matière énergétique très forte. Et donc, on a donc réhabilité l'uranium. Et c'est dans ces circonstances-là qu'eux, ils ont repris. Et l'uranium a commencé à remonter. Mais nous, au Niger, on n'était même pas au courant. On n'était pas au courant. Au ministère des Mines, il n'y avait même pas une connexion Internet. Il n'y a même pas. Au ministère, il n'y a même pas une connexion Internet. Et c'est dans ce contexte-là qu'en 2002-2003, quand la convention était en train de finir, ils ont décidé qu'on va faire maintenant... l'ancienne convention venait à terme pratiquement au 31 décembre 2003 en ce moment. Et ils ont élaboré la convention qui vient de finir là. Et quand on a élaboré la convention qui vient de finir, c'était en 2002-2003 ça a pris 2 ans de discussion, 2 ans, 2002-2003. Et c'est pratiquement autour de septembre 2003 qu'on a fini l'élaboration de la convention qui devait rentrer en vigueur le 1er janvier 2004. Et c'est ça qui fait les 10 ans au 31 décembre 2013 là. Est-ce que vous voyez bien? Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, quand on a fait ça, entre-temps, comme ça a repris, maintenant, nous, quand le problème s'est posé, le gouvernement a dit qu'il va faire la politique fiscale, la TVA sur les produits de première nécessité avec les cochonneries de la Banque mondiale et des FMI, et où on est en train de pratiquement tout imposer, tout bazarder, on a pratiquement réduit tout que nous avons dit, mais c'était inadmissible, et c'est ça que Ali a tenté de rappeler tout à l'heure, en disant dans quelles circonstances on est venu à amener l'État à revisiter le code minier. Nous avons dit que l'État ne peut pas continuer à fonder sa démarche sur les recettes fiscales. Il faut que l'État s'engage à obtenir des ressources additionnelles non fiscales, et c'est en ce moment-là qu'il peut engager des grands programmes de développement économique et social du pays pour répondre aux préoccupations des citoyens. Et c'est dans ces circonstances-là qu'à la conclusion de nos accords comment on appelle ça, de 2005 là, du 19 avril 2005, que finalement, dans les engagements que le gouvernement devait prendre pour chercher de l'argent en remplacement de la TVA qu'on rejette, donc l'engagement a été pris qu'on va essayer de valoriser nos ressources minières et pétrolières. Et c'est en ce moment-là que l'engagement a été pris qu'il faut élaborer un nouveau code, révisiter la loi minière de 93, et faire en sorte qu'il y ait des modifications substantielles qui prennent en charge particulièrement 3 éléments fondamentaux. Notamment la révision des contrats sur l'aspect fiscal, mais aussi l'option de la diversification des partenaires. Opter pour la diversification des partenaires et le contrat de partage de production. C'était quelque chose de fondamental. Avant, ce n'était pas consacré.
Donc voilà dans quelles circonstances cela a été fait. Et quand cela avait été mis en œuvre, et donc Areva avait un peu protesté, le gouvernement a voulu revisiter en disant ah maintenant on va faire une nouvelle loi sur les grands projets miniers, qui était en fait une manière de contourner le code minier de 2006, mais finalement qui a fini par s'imposer. Dans la réalité, aujourd'hui, ce que constituent des ambitions pour lesquelles aujourd'hui nous avons l'obligation d'exiger de l'État, d'exiger du gouvernement, parce qu'avant, c'était même pas dans la Constitution. Maintenant, c'est dans la Constitution. L'article 147 de la Constitution est très clair. Les ressources naturelles sont la propriété du peuple nigérien. On a indiqué au gouvernement comment l'État doit utiliser ça, comment l'État doit travailler avec. Et ne pas le faire, c'est violer la Constitution. Et toute autre argumentation légère, telle que j'ai entendu je ne sais pas si c'est au nom de son parti qu'il a parlé ou au nom de son ministère qu'il a parlé. En tout cas, j'ai entendu le gueulard là en train de dire, de tenter de justifier pourquoi il considère qu'on doit comprendre Areva, et que si Areva dit qu'elle n'accepte pas qu'on lui applique la loi minière de 2006, c'est à elle de choisir sa propre loi. Mais s'il vous plaît, nous sommes dans un État, dans une république ou pas? Est-ce que nous, on peut aller en France pour décider, même sur le visa? Sur le visa, rien que la politique d'immigration française, est-ce que nous avons le droit de dire qu'on va aller, les gens ont la liberté de rentrer en France? Pourtant, nous, nos parents ont même lutté pour sauver la France, quand ils étaient en débandade. Ou bien? C'est pas ça? Maintenant, quand on a parlé de qui gagne l'uranium, mais évidemment, Ali, c'est eux. C'est pas nous. Nous, on ne gagne rien. La preuve, vous avez bien vu. Vous-même, vous avez entendu. Et je ne sais même pas pourquoi les gens se plaignent. Quand on dit, bon, la recette des exportations, c'est vrai, on n'exporte pas grand-chose. On n'exporte rien du tout. En dehors de l'uranium, justement, c'est pour ça qu'il fait 70% des recettes d'exportation. Mais le reste, tout ce qu'on produit ici, là, tout ce qu'on peut exporter, sauf l'oignon. C'est tout. Et puis le bétail. Mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose qu'on exporte. Parce que justement, nous, on fait des trucs, tout ce qu'il y a ailleurs, tout ce que nous pouvons exporter ici, il y en a déjà là-bas. Donc, ce que nous devons tous comprendre et retenir et qui est absolument fondamental par rapport à cette démarche-là, le gouvernement, retenez-le bien. La démarche actuelle, c'est que le gouvernement, j'allais dire le président de la République, il ne faut pas passer par 4 chemins. Le président de la République et son cabinet ont une politique de gestion de ces problèmes qui est différente de celle qui est ouvertement annoncée aux Nigériens. C'est important de le savoir. Tout le monde a appris. Vous avez bien suivi, pour ceux qui se rappellent, quand en 2012, en août ou septembre 2012, pour la première fois, le président avait fait un discours dans lequel il a dit il y a rupture de contrat, et comment on appelle ça, il y a des équilibres dans le contrat, ils vont engager un combat. On a dit bon, pourvu que ça ne soit pas juste un discours pour se donner bonne conscience et tromper les Nigériens et nous réduire dans notre ardeur de combat pour les imposer de respecter notre volonté. Et aujourd'hui, c'est en train de s'observer comme ça, malheureusement. Parce que c'est dans les mêmes conditions, c'est au même moment où nous avons dit ça, au moment où vous entendez le président parler de déséquilibre par rapport au rapport Areva et au Niger, qu'il a envoyé son directeur de cabinet et négocier dans le couloir avec les jeunes de Areva, lui seul, en violation des obligations qu'il a vis-à-vis au moins de leurs ministres qu'ils ont nommés. Il y a quelqu'un qu'ils ont nommé ministre de comment on appelle ça. Donc officiellement c'est lui, mais officiellement il n'est au courant de rien. Donc ça fait quoi? C'est quel langage ça? Aujourd'hui encore c'est la même chose. Pendant tout ce temps-là, tout le temps là du mois d'août, on dit aux gens, les négociations sont en cours. Un jour il a dit, ils sont en cours. J'ai dit, bon, ils sont en cours à quel niveau? À quel niveau? Elles sont en cours à quel niveau? Parce que nous, du côté de Areva, on est au courant de ce qui se passe. Du côté des autres actionnaires, on est au courant. Parce que les conventions, là, il ne faut pas que les gens... Et il y a un mot que les gens répètent toujours. Areva, Areva, Areva. Non. La Somaïr, la convention à discuter, c'est la convention Somaïr-Niger. Point. Et la convention Somaïr-Niger, c'est entre l'État du Niger et Areva.
La convention Cominac-Niger, c'est la convention entre la Cominac et Niger, c'est les actionnaires de Cominac, ils sont 4. Il y a le Niger, il y a les Japonais, il y a les Espagnols, et puis il y a Areva. Ça fait 4. Donc il faut des comités de discussion qui vont regrouper les différentes parties. C'est pas vous Areva comme ça, non. Et si vous faites comme ça, vous noyez le poisson et on ne comprend rien. Non. Il faut saisir la portée du sujet et être capable de comprendre de manière distincte les problèmes qu'on a avec. Areva est un partenaire avec lequel nous avons plusieurs rapports. Aujourd'hui, il joue le rôle d'opérateur. Ce rôle qu'il joue d'opérateur, c'est un choix qui a été fait parce que c'est eux qui ont la technique. Et c'est pour ça qu'on les paye. Ils sont payés, ils font des factures rubis sur ongle à Somaïr. Ils font des factures rubis sur ongle à Cominac. Et aujourd'hui, même avec Imouaren, Areva fait facture rubis sur ongle à Imouaren parce que Imouaren SA, c'est une société nigéro-française. Niger a 33,35% du capital. Eux, ils ont 66 et quelques là-bas, qu'ils ont même vendu une partie en cachette, alors que la convention de 2006 interdit qu'ils puissent prendre leur part et décident de faire entrer un partenaire sans que l'autre ne soit d'accord, c'est-à-dire sans que le Niger soit informé. Mais quand Areva a décidé de vendre une partie de ses actions aux Chinois, il y a des Chinois et les Coréens qui cherchent à venir. Quand ils ont discuté avec eux, ils n'ont pas informé le Niger. Le Niger n'est même pas au courant que Areva est en train de faire cette démarche pour obtenir l'implication de ces deux-là, les Chinois et les Coréens, pour qu'ils rentrent dans le capital de Imouaren, pour qu'ils puissent avoir à mobiliser de l'argent avec eux, pour que le projet soit financé. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est pour ça, en résumé, chers frères qui sont là, retenez une chose. Le combat là qu'il y a avec Areva, c'est pas un combat émotionnel. Hein. C'est pas un combat de cœur. Pourquoi que bon, Areva, il y a un sentiment. Non, c'est un combat d'intelligence. Il faut avoir la capacité aussi, face à Areva, d'opposer des gens qui doivent, dans un langage sincère, dans un langage technique, comprendre le discours qui se fait sur la table, dans les discussions à faire, virgule après virgule, pour que les choses soient très claires et que les contrats à mettre soient clairs pour l'intérêt du Niger. Et là, à condition que ce soit véritablement le souci des autorités actuelles. Mais nous avons manifestement le sentiment actuellement que les autorités actuelles, ils ont un double langage. Le langage de propagande, nous sommes pour le rétablissement des déséquilibres, ça c'est la propagande. Mais dans la réalité, les gens jouent au commis expéditionnaire de Areva et pour le compte de Areva parce qu'ils ont d'autres types de liens que nous avons à rechercher après le 25. Oui. Après le 25, il faut qu'on cherche ça. Il faut qu'on cherche pourquoi il y a le comportement, les agitations de ces gens. Pourquoi ils s'agitent comme ça. Et même si nous avons quelques informations maintenant, nous n'allons pas les donner tout de suite. Notre méthode est toujours pratique et elle a toujours payé. On va doucement et on suit les gens et pas à pas et on les rattrape toujours au dernier virage. Donc c'est pour vous dire. Donc c'est qu'il faut absolument retenir. Avec Areva, nous avons 3 problèmes. Le problème par rapport à la gestion de la convention Somaïr-Cominac. Le problème par rapport et surtout pour l'exécution du programme Imouaren, que vous devez tous comprendre. Nous nous sommes battus pour que Imouaren arrive parce qu'avec l'arrivée de Imouaren, l'État va avoir une partie de la production qu'il peut prendre et vendre. L'État va avoir la possibilité de faire en sorte que ça puisse être des ressources additionnelles non fiscales qui lui viennent. Est-ce qu'on se comprend? Et aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas convaincus, on dit qu'il y a accident de Fukushima. Mais entre nous, entre la résolution de 92, qui elle est une résolution planétaire, qui montre qu'il y a un problème, qu'il y a un danger pour la planète, et l'accident de Fukushima qui va arriver tous les jours. Chaque jour il y a accident d'avion, non? Est-ce qu'on renonce à rentrer dans l'avion? Chaque jour il y a accident de voiture, non? Est-ce qu'on renonce à rentrer dans la voiture? Donc arrêtons de nous divertir. C'est très clair
L'uranium est identifié aujourd'hui de par le monde à tous les niveaux comme étant une source énergétique très forte, une substance nécessaire, une substance dont le besoin est... C'est pas dans 100 ans que la France va arrêter ça. C'est pas dans... Mais aujourd'hui encore, tous les pays qui cherchent à faire de nucléaire sont en train de s'activer à le faire. Et pourquoi on va venir nous tromper et que c'est Bazoum qui sera leur porte-voix pour nous dire, il faut les comprendre, qu'il y a un risque de récession, on va acheter. Qui dit que c'est là-bas? Qui fixe les prix? S'il vous plaît, qui fixe les prix? Mais s'il vous plaît, l'uranium, ce n'est pas des cacahuètes qu'on retrouve partout. Hein. La preuve, ce n'est pas beaucoup de pays qui le produisent. Ce n'est pas, disons, dans beaucoup de pays qu'on l'extrait. Ça, c'est important. Et donc, en termes de besoin, il est scientifiquement confirmé. Et c'est une énergie propre. Ça a été dit. C'est la conclusion de Kyoto 2. Vous pouvez entrer dans le site et voir ça. C'est pour ça, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il ne faut pas nous tromper. Et c'est ça que j'ai dit à l'ambassadeur de France en 2009. Écoute, monsieur, et quand vous avez eu affaire à nos parents, ils n'avaient pas de grande connaissance sur certaines choses que vous lui parlez. Aujourd'hui, nous savons vos problèmes et nous savons nos problèmes, nous savons les problèmes de vos amis aussi. Donc, par conséquent, on sait comment on va gérer notre situation pour éviter que vos problèmes soient nos problèmes. Vos problèmes, c'est vos problèmes, nos problèmes, c'est le nôtre. On définit une stratégie pour les défendre. Les vôtres, vous les gérez à votre niveau. C'est comme ça la démarche, c'est comme ça l'approche. Et c'est pour ça que nous avons dit, le combat là, on ne peut pas le gagner si on ne travaille pas. Pour ce qui est du premier thème, je pense que le conférencier a beaucoup dit sur l'essentiel. Nous l'avons évoqué, quel rôle pour la jeunesse? La jeunesse, c'est vous. Elle a déjà joué un grand rôle, indéniablement, pour ce qui est de l'aboutissement de la démocratie au Niger. Ça vient d'être rappelé, personne ne peut le nier. La preuve, quoi qu'on dise, au Niger, c'est que la démocratie que nous sommes en train de vivre, malgré toutes ces insuffisances, quand même, vous avez dû remarquer, la plupart des partis, ou tous les partis politiques, en dehors peut-être d'un seul, je dirais, ou de deux, tous sont nés après 90. Et c'est là, tout simplement parce que c'est au décours du mouvement de 1990 que quand même la démocratie multipartisane a été instaurée au Niger et qu'elle a été instaurée suite au mouvement historique du 9 février 90 dont la jeunesse, notamment la jeunesse estudiantine, la jeunesse scolaire, était à l'avant-garde. Donc la jeunesse a joué un rôle et c'est à elle encore aujourd'hui de jouer ce rôle. Ce n'est pas un petit morceau, la question des ressources minières, on le sait ça. C'est une question d'enjeu. Vous l'avez dit, pour la France, ce n'est pas Areva, c'est toute la France quand même qui est derrière l'exploitation de notre uranium. C'est qui a justifié même beaucoup d'attitudes, voire de chambardements politiques à chaque fois que nos pays, que nos États essaient en fait de faire des revendications allant dans le sens d'inverser le rapport par rapport à cette question d'exploitation minière. Donc, si quelque part par la suite, on va tout de suite se retrouver devant cette course effrénée, et finalement c'est devenu un jeu de dupes. Voilà, c'est ça que nous voulons qu'on évite. Mais la lutte, elle est pertinente. Franchement, je suis convaincu que vous avez le soutien de toute cette masse silencieuse, contrairement, puisqu'il y a des civils qui sont là, à ce que M. Bazoum croit que le Nigérien n'est pas incrédule. On n'est pas incrédule. C'était une insulte qu'il nous a faite. Il se croit quoi? Et il croit être qui? Il est plus que qui? Les banques qu'il a fait, qui ne l'a pas fait? Le diplôme qu'il a, qui ne l'a pas? Mais nous qualifier d'incrédules, parce que tout simplement, on est à l'autre position et qu'on peut intervenir, ce n'est pas à un individu qu'on s'adresse, c'est tous les Nigériens qu'on a qualifiés d'incrédules. Je ne sais pas si beaucoup ont entendu ce monsieur quand il parlait de ça, et c'est toujours parce qu'il nous croit incrédules qu'il se permet tous les abus que de s'ériger. Quelle honte, je le dis, quelle honte, que de s'ériger chaque fois, aussi gaillard, nous c'est ce que tu voulais dire, de si gaillard en défenseur effronté de Areva. De Areva, même, c'est-à-dire sans aucun respect vis-à-vis de notre peuple. Il préfère sortir, annoncer à Areva qu'il est avec elle, que même de faire ne serait-ce que l'hypocrisie du respect du peuple en montrant les apparences qu'il est avec le peuple. Ça veut dire quoi? Par rapport à la loi, vous parlez de la loi, peut-être qu'il n'y a que vous qui connaissez la loi 2006, la loi 2013. Il faut la vulgariser. Faites-en des prospectus. Traduisez-la tout ou juste sortir l'essentiel, la différence, les avantages que le Niger tirait par rapport à la loi 2010 et les avantages que le Niger
dire par rapport aux propositions de 2013. Et juste les éléments essentiels. Des prospectus traduisés en langue. Vous avez l'avantage d'avoir, quand il y a beaucoup de médias, et c'est un environnement favorable, même si une majorité est plutôt dévenue, oui, quand même, il y a quand même un nombre restreint, quand même assez acceptable, qui est là, qui fait le travail de conscientisation des masses. Ici, à cette conférence, j'ai retenu que le Areva gagne 2295 milliards de l'exploitation de notre uranium pendant 42 ans. Et dans ça, le Niger n'a eu que 300 milliards. Je crois qu'il y a un problème de justice sociale. J'ai retenu également le fait que l'uranium est exporté à hauteur de 70%, mais qu'il ne contribue qu'à 5% du PIB. Ça, c'est un problème. Et je retiens également en troisième position que, à partir du calcul de la dame là, que 35 ampoules électriques en France sont allumées par l'uranium nigérien, alors que le bois qui est utilisé ici, chez nous, est même très rare, ou se fait rare. Donc je crois qu'à partir de ces trois constats, on n'a pas besoin de tergiverser ou même de chercher à négocier. Je crois que Areva doit partir. Et au sortir de la conférence nationale souveraine, toutes les idées étaient calquées vers cette démocratie, la démocratie populaire. Donc pour moi, parler d'instauration de la démocratie populaire, c'est comme si la démocratie que nous avions vécue ou que nous vivons n'était pas populaire. Non, elle était censée être populaire. Et elle l'était au départ. Maintenant, elle a connu des problèmes. Je crois que ce sont ces problèmes-là qu'il fallait soulever. Et maintenant, à partir de ces problèmes-là, il fallait dire quel est le rôle de la jeunesse. Il va falloir que les gens cessent d'être instrumentalisés. Ça, la jeunesse doit pouvoir véritablement lutter pour ça, pour l'instrumentalisation. Il faut que le débat soit public. Autre chose, c'est que l'intellectuel et l'homme politique aujourd'hui, quand ils n'ont plus d'arguments devant leur adversaire, ils se réfugient derrière des idées très basses, telles que l'ethno-régionalisme. Nous devons combattre cela en tant que jeunes pour être unis. Pour être unis, parce que seule l'unité peut nous permettre aujourd'hui de vaincre tout ce que ces gens-là sont en train de creuser comme tombe pour nous, parce que c'est des tombes. C'est pas pour rien que Mohamed Issou ne veut pas revoir ce contrat. Je vous dis, il va le revoir. Cette même classe politique qui est en train de s'opposer, elle va signer des pactes comme ça. La jeunesse, je me rappelle bien le 5 avril, lorsqu'on a décidé de sortir pour manifester contre Areva. Il y a certains qui pensaient que les gens nous avons été manipulés. Certains disaient que nous sommes des fous, c'est des fougueux, c'est de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, cette lutte-là va être nationale. Et elle l'est même. Et cette lutte-là va aboutir. Parce que tout ce que les uns et les autres sont en train de cacher, ça va venir. Nous l'avons dit, ce pays va connaître une révolution populaire. Aujourd'hui, il est indéniable, Areva ne peut pas se passer de l'uranium nigérien. Vouloir dire qu'ils vont fermer ou bien qu'ils vont quitter, ce n'est que du chantage sur le Niger. Je prends l'exemple, quand ils disent qu'ils avaient pu décrocher des mines en Mongolie, pour exploiter cette mine en Mongolie, il faut dans 10 ans. Areva a des contrats avec ses clients qu'il doit fournir en minerai dans les jours, dans les années à venir. Comment Areva peut substituer le Niger à un minerai qui sera exploité dans 10 ans? Je n'y crois pas. Et quand je disais à partir de 2005, le mouvement de mars 2005, que je parle de l'histoire de nos organisations, Rotab Grain. Je me rappelle quand je discutais avec un conseiller spécial du chef de l'État, qui est aujourd'hui secrétaire permanent de l'ITIE, on parlait de ce que le Niger peut gagner. Il me dit, Ali, nous avions commencé
depuis les années que Issoufou était à la Cominac, ou bien à la Somaïr. On était ensemble avec lui là-bas, on réfléchissait comment est-ce que le Niger peut gagner plus. C'est pour vous dire que ce combat, c'est un combat de génération. Aujourd'hui, à l'évidence, ces gens, nous l'a rappelé tout à l'heure, comment certains sont arrivés à vendre leur poste à la compagnie Areva. Pourquoi aujourd'hui le Niger ne se retrouve même pas avec un représentant au niveau de Cominac et Somaïr? C'est fondamentalement très grave. Vous voyez, aujourd'hui le Niger a un représentant à la CNPC. Le Niger a un représentant à la Souraz. Cominac et Somaïr n'ont que des employés nigériens qui cessent d'être nigériens dès qu'ils sont recrutés par ces compagnies. Vous voyez, si ce sont des cadres d'un certain niveau, ils ont les mêmes avantages des fois que les Blancs. Ils prennent leurs vacances en France, ils ont leurs enfants qui sont dans les meilleures écoles. Mais comment vous voulez que cette personne puisse engager son avenir derrière un État qui ne lui reconnaît même pas qu'il est là-bas? Fondamentalement, par rapport à cette question, moi, mon engagement, j'ai une histoire personnelle. Pour ceux qui me connaissent, aujourd'hui, le ROTAP que nous avions créé avec un certain nombre de camarades a fait un bout de travail, à sensibiliser, à former, dans le sens que les uns et les autres comprennent, avec d'autres camarades, l'intérêt de la question. Aujourd'hui, je crois que la question est devenue une question nationale. Ce n'est plus au ROTAP et aux graines, mais c'est fondamentalement à chaque Nigérien de pouvoir aujourd'hui défendre ses droits dans le cadre de l'exploitation de nos ressources naturelles, notamment de l'uranium. Nous avions même posté le code minier et le code pétrolier sur des sites pour qu'il y ait des intellectuels, pour qu'il y ait des universitaires, pour qu'il y ait des étudiants, pour qu'il y ait des Nigériens qui puissent contribuer de la meilleure manière, comment nous pouvons faire que ces ressources puissent mieux nous profiter. Le débat, c'est une fierté de nos organisations de voir qu'il n'y a pas une chaîne de radio et de télé que vous allez ouvrir, il n'y a pas un journal que vous allez acheter, il n'y a pas le débat sur comment les ressources naturelles vont profiter au peuple nigérien. Quand nous appelions à une manifestation, aux uns et aux autres de pouvoir se mobiliser et de comprendre l'intérêt de la question. Quand l'argent va venir, ce n'est ni au ROTAP, ni aux graines, ni aux acteurs de la société civile que nous sommes, qu'on va remettre cet argent. C'est pour faire le développement de notre pays. C'est pour ça que nous appelions l'ensemble des citoyens nigériens. Le jour où nous ne nous sentirons plus en devoir de continuer cette lutte, avant notre mandat, nous serions capables de démissionner du ROTAP et de continuer à faire ce que nous voulions faire librement en tant que citoyens. Mais tant que nous continuons à nous réclamer du ROTAP à ces organisations de la société civile, nous allons faire cette lutte et conséquemment, indépendamment de tout homme politique. J'ai l'habitude de dire à des gens de l'opposition comme du pouvoir, quand l'opposition, vous allez dans vos boubous broder à faire des déclarations dans les salles climatisées et pensant que vous allez terrasser Issoufou comme ça, ou bien que nous, on va sortir terrasser Issoufou pour vous, je leur dis détrompez-vous. Sortez, mouillez vos maillots pour aller chercher votre pouvoir. Nous n'allons pas le faire à votre place. La même chose du pouvoir. Nous n'allons pas vous faire préserver votre pouvoir, préserver votre pouvoir. Nous allons nous battre pour que la question de citoyenneté par rapport à ces ressources naturelles, notamment le minimum, l'application du code minier 2006. Le camarade Wanzo vient d'en parler. C'est vrai, nous n'avions pas peut-être vulgarisé ce travail, de faire comprendre la différence entre le code minier 2006 et le code minier 93.
pour qu'on puisse voir réellement les intérêts du peuple nigérien. Pourquoi Areva ne veut pas qu'on applique, bon Dieu, cette loi? Moi, des fois, je me dis même que, est-ce que Areva n'est même pas en train de nous divertir par rapport à l'application du Code minier 2010-6 pour qu'on ne voie pas les autres questions? Ça, c'est aussi une question à méditer. Dans le cadre de l'appel à manifestation du 25 janvier, je crois que le camarade nous vient d'en parler. Après le 25 janvier, nous allons chercher à savoir qui est quoi. Qui a signé quoi? Pourquoi? Il a dit qu'il a préféré taire certaines choses. Je crois que le jour du Tankateferi, là, ça viendra tant que les gens ne se comporteront pas en défenseurs du peuple nigérien. Nous nous demandons que l'application du Code minier 2006, pas au-delà. Dans ce code, l'application du Code minier 2006, il y a un contenu local qui sera dans les conventions. Le contenu local, c'est quoi? Il faut pouvoir faire le développement local de les régions d'exploitation. Parce que, après l'exploitation, aujourd'hui, à 50 000 millions de tonnes de déchets. Et après Imouraren, qui sera la plus grande mine à ciel ouvert d'Afrique et la deuxième mine du monde, il y aura combien de milliers de tonnes de déchets? Et ce minerai va finir sans qu'on ne puisse penser à développer cette région, sans qu'on ne puisse penser à permettre à ces populations de continuer à vivre dans cette région après l'épuisement du minerai dans la région. Donc, il faut pouvoir donner un contenu local à ces conventions. La sous-traitance, tout à l'heure, Anas en a parlé. Le poulet qui est servi dans les mines de Samira venait du Maroc. La tomate, les oignons et tout ça, c'est une société marocaine, filiale de la SML qui fournissait cela. C'est ça la sous-traitance qu'on empêche aux opérateurs économiques nigériens de pouvoir avoir. Quand Areva a voulu créer sa plateforme, c'est pour faire en sorte que même les papiers RAM ne puissent pas être fournis par des Nigériens. Parce que la commande sera tellement grande qu'il faut lancer un marché international. La commande sera tellement immense que même les antivirus de leurs ordinateurs ne peuvent être fournis que par des compagnies étrangères. De même que le transport, de même que tout ça. Si Mouraren aussi tombe dans ça, je crois que ce n'est même pas les chômeurs nigériens qui seront absorbés, mais ça risque d'abord d'être les chômeurs de la sous-région et les chômeurs de ces sociétés d'exploitation. C'est pour ça que nous allons pouvoir demander donc et que la sous-traitance et la main-d'œuvre puissent être au niveau local pour que nous puissions prétendre à développer notre pays avec les ressources naturelles du sous-sol. Pas nous continuons à rendre malades nos citoyens. Ceux qui prétendent vouloir faire le jeu de Areva, dans le sens de dire qu'on ne peut pas appliquer la loi nigérienne à Areva, je crois que à partir de la signature de cette convention, tout le monde sera découvert. Quand on dit que un directeur général d'une société vient de l'aéroport, il va à la présidence, et de la présidence, il retourne chez lui, je pense que nous sommes en danger. Et ce n'est pas un cri de cœur du retable, c'est un cri de cœur de l'ensemble des citoyens. La dernière manifestation, il y avait eu des pancartes où chaque citoyen, notamment beaucoup d'étudiants, se sont exprimés librement par rapport à leur appréciation de la Convention Niger-Areva. C'est ça que nous appelions, que chacun puisse avoir sa pancarte et dire son message.
Le 25, ce n'est pas une marche du retable, ce n'est pas une marche du grain, c'est une marche de l'ensemble des citoyens nigériens qui se sont sentis spoliés dans le cadre de l'exploitation de ces 40 ans de ressources par Areva. C'est pour ça que mon dernier message, mon dernier mot, c'est d'appeler à la mobilisation citoyenne pour que, le jour-là, le gouvernement nigérien sente qu'ils n'ont plus droit à l'erreur par rapport à cette situation. Ils n'ont plus droit à ne pas respecter le code minier 2006. Et celui qui pense pouvoir mettre en doute l'application du code minier 2006 trouvera l'ensemble du peuple nigérien devant lui. Je vous remercie. En ce qui me concerne, il n'y a vraiment pas grand-chose comme question sur lesquelles je voudrais réagir. En dehors de deux questions, je pense que c'est important. Pour le camarade Kimba qui a quitté, nous avons faim et c'est ça qui explique certaines attitudes. En fait, ou ben, c'est parce qu'on est pauvre. Sur ce plan, je pense qu'il ne faudrait pas donner une fonction à la faim qui ne lui appartient pas du tout. Si on a faim, c'est peut-être la fin de l'idéal, la fin du projet où nous sommes pauvres en projet et en croyance à ce projet-là. Et non parce qu'on a faim qui fait qu'on a ça. Non, en fait, les gens se comportent de cette façon parce qu'ils n'ont pas d'objectif en tant que tel, objectif noble s'entend. Et même s'il existe ceux qu'on n'y croit pas du tout, sinon, ça ne pourrait pas être de cette façon. Pour autre chose, quelqu'un qui estimerait que oui, la démocratie populaire a été... Non, elle a été revendiquée. Et elle reste encore une revendication forte des Nigériens, mais en termes de sa concrétisation, eh bien, ça reste aussi notre projet. Notre idéal autour de quoi on doit se battre pour que ça devienne une réalité et justement pour que cette situation aussi change. Pour ceux qui estiment que non mais il faut se méfier du combat ou bien avoir peur d'être trahi, sur ce plan, je pense qu'il faut d'abord cesser de rendre indispensable ceux qui ne l'est pas. Une lutte, elle est collective. Et on doit savoir par rapport à quoi on se bat. On ne fixe pas le devenir d'une lutte dans une seule personne. Et donc, on est dans ce schéma-là, eh bien, ça n'ira nulle part. Il faudrait qu'on sache que voilà l'objectif, voilà notre idéal. Tu es notre ami ou notre ennemi par rapport à ton comportement au regard de cet idéal-là. Qu'il soit de notre rang ou de rang des autres, eh bien, on lui réserve le même traitement dans la minute qui suit et la lutte continue. Nous sommes au terme de la conférence. Nous vous remercions très sincèrement de votre participation. Nous remercions les deux conférenciers pour cette belle communication. Donc, qu'Allah vous bénisse et qu'il bénisse les nouvelles. Merci beaucoup.